Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La relation entre l'espace et le temps selon Henri Bergson. Je cite Bergson au premier abord. Quand je suis des yeux sur le cadran d'une horloge, le mouvement de l'aiguille qui correspondant aux oscillations de pendule, je ne mesure pas de la durée comme on pourrait le croire. Je me borne à compter de simultanéité, ce qui est bien différent. En dehors de moi, dans l'espace, il n'y a jamais qu'une position unique de l'aiguille et du pendule, car des positions passées, il ne reste rien. Au-dedans de moi, un processus d'organisation ou de pénétration mutuelle des faits de conscience se poursuit qui constitue la durée vraie. C'est parce que je dure de cette manière que je me représente ce que j'appelle les oscillations passées du pendule en même temps que je perçois l'oscillation actuelle. Or, supprimons pour un instant le moi qui pense ces oscillations de pendule, une seule position même de ce pendule, point de durée par conséquent. Supprimons d'autre part le pendule et ses oscillations, il n'y aura plus que la durée hétérogène de moi, sans moments extérieurs les uns aux autres, son rapport avec le nombre, ainsi dans notre moi. Il y a succession sans extériorité réciproque. En dehors de moi, extériorité réciproque sans succession. Bergson critique dans ce texte l'idée classique que l'on s'est fait de temps que l'on voit, un temps misérable par les horloges, le rend ainsi au temps sa vraie nature, celle d'un temps pétri de durée. Cette nature de temps ne va pas de soi. Aussi Bergson affirme-t-il dans un passage de son œuvre que nous allons analyser l'hétérogénéité de cette durée avec le temps conçu à l'image de l'espace. Et il se demande ainsi ce que signifie mesurer le temps et ce faisant, s'il est possible de mener à bien cette expérience. Bergson constate que ce n'est pas la durée que l'on mesure lorsque l'on observe une horloge, peut ainsi montrer que cette durée n'existe qu'en moi. Il donne à comprendre que la durée intime de la réalité spatiale sont deux phénomènes étrangers l'un à l'autre. L'analyse du texte de Bergson consacrée à la mesure du mouvement devrait nous permettre de comprendre en quoi consiste au juste notre appréhension de temps. Nous chercherons à mettre en évidence l'intérêt, mais aussi les limites qu'il peut y avoir à montrer que rien ne permet de mesurer la durée en dehors de soi, et qu'ainsi c'est l'intérieur de soi-même que se constitue la durée. La réflexion de Bergson porte sur le temps. Bergson dénonce une confusion entre temps vécu et temps mesuré, celui de la conscience et celui que mesuraient les horloges. La question est de savoir si le temps tel qu'il est vécu par la conscience est de même nature que celui que mesuraient les horloges. La thèse de Bergson est que le regard de l'homme fixé sur le cadran d'une horloge ne voit que la juxtaposition de positions n'ayant aucun lien entre elles. Seul le moi éprouve le temps dans le sens du durée. L'auteur a construit son texte de façon à faire apparaître l'hétérogénéité de temps à l'espace. Donc la relation entre temps et espace est une relation hétérogénéité entre temps et espace. Après avoir décrit et analysé successivement les pseudo-perceptions de temps offertes par l'observation d'une horloge et celle authentique de la conscience faisant l'expérience intérieure de la durée, Bergson oppose terme à terme l'intériorité de la durée à l'extériorité de l'espace, en se livrant à une expérience mentale qui isole leurs appréhensions respectives. Suivons Bergson dans ses analyses. Pour Bergson, mesurer le temps, c'est compter de simultanéité. Pour illustrer sa thèse, Bergson prend l'exemple de horloge. Celui qui observe une horloge
croit mesurer la durée qui s'écoule lorsqu'il regarde l'aiguille se déplacer. Bergson conteste cette idée. Il dit en effet je ne mesure pas la durée comme on pourrait le croire. Je me borne à compter de simultanéité. Bergson dit que lorsque quelqu'un regarde les aiguilles se déplacer, ce sont tout simplement ses positions à chaque instant dans l'espace qu'il voit. On est dans le vrai quand on dit que tout ce que l'on voit, ce que l'aiguille occupe telle position, puis à une autre position et ainsi de suite. Ce que l'on observe, ce sont donc bien des simultanéités, c'est-à-dire que l'aiguille a une certaine position à un certain précis et qu'elle en a une autre à l'instant suivant. On pourrait appeler ces simultanéités de coïncidence entre un instant donné et une position donnée sur le cadran de l'horloge. Je peux donc compter de simultanéité, je peux dire que depuis un certain temps, l'aiguille a occupé X position pour le cadran de l'horloge. Ici donc, je ne compte pas une durée véritable vécue par ma conscience. Pour Bergson, hors de moi, il n'y a que deux positions dans l'espace. En effet, d'après lui, mesurer une durée est en effet mesurer de l'espace. Le cadran de l'horloge peut se diviser en plusieurs parties. L'espace est par nature divisible. Mesurer une durée, c'est en fait mesurer l'espace parcouru par les aiguilles. Bergson dit qu'en dehors de moi, dans l'espace, il n'y a qu'une position unique de l'aiguille et du pendule. Il n'y a jamais qu'une position unique aiguille et du pendule, car des positions passées, il ne reste rien. La mesure suppose qu'il y a au moins deux positions que je ne peux percevoir simultanément. Le rapport spatial entre ces positions est totalement différent de la durée. À un moment précis, il ne reste plus rien de position précédente de l'aiguille, car un corps dans l'espace n'a qu'une seule position. Les positions précédentes ne perdurent pas, sinon dans la mémoire, qui sera de lors requise pour comparer deux positions sans laquelle on n'oserait donc mesurer l'écoulement de temps. La mesure de temps se veut objective, mais comme l'on doit mesurer le temps grâce à notre mémoire, ce jugement sera subjectif et variera suivant les individus et leur expérience. Ainsi, contrairement aux idées reçues, c'est au moins que se constitue la durée. On remarquera donc que les choses extérieures n'ont de durée qu'en raison de l'organisation de la pénétration mutuelle des faits de conscience. Donne à observer Bergson, le sentiment que l'on a de la durée vient de l'organisation de nos états de conscience, c'est-à-dire de nos sentiments, de nos sensations. La pénétration mutuelle des faits de conscience leur permet de former un tout dont l'unité est à la source de notre perception du temps. Lorsque, par exemple, on écoute une mélodie, celle-ci n'existe que grâce au fait que les notes se succédaient pour former un tout qui la constitue. Si les notes restaient séparées, nous n'entendrions par la musique, par où l'on voit que la durée se compose d'une série de faits de conscience liés entre eux de façon à former un tout. Bergson imagine les conséquences de cette théorie en pratiquant une double expérience mentale. Il suppose d'abord que l'on puisse supprimer le moi et ensuite il suppose que l'on supprime l'horloge. La première hypothèse amène à une suppression totale de la durée car le moi ne peut se passer de son passé du fait qu'il n'existe que par celui-ci. Les événements passés n'auraient plus de réalité, c'est-à-dire dans notre mémoire, il n'y aurait plus qu'une seule position de pendule, pas même d'oscillation, puisque l'oscillation suppose le mouvement et le mouvement la durée. On serait donc dans un monde que Descartes avait d'ailleurs imaginé, où tout serait recréé à tout moment sans aucun lien avec les instants précédents. Bergson passe ensuite à l'hypothèse inverse, c'est-à-dire à celle d'une conscience sans horloge. Et si le moi ne connaître plus qu'une durée hétérogène faite des états de conscience à laquelle ne
s'ajoutera plus la conscience du changement extérieur. Cette durée est la même que ressentira celui qui s'enfermera dans une pièce. Seul et sans montre, il sera donc livré à sa seule pensée. Il ressentira donc un temps subjectif, c'est-à-dire la durée intime. Ainsi disparaissent les moments extérieurs les uns aux autres, sans rapport avec le nombre. Ces mouvements sont en effet ceux de différentes oscillations de pendule extérieure parce que se situant dans l'espace et non dans la durée. Ils sont en rapport avec le nombre parce qu'ils ne peuvent être comptés que dans un temps hétérogénéisé qui a disparu avec l'horloge et le pendule. Enfin, cette durée de mois est interprétée comme hétérogène parce qu'elle se constitue de faits de conscience différents les uns des autres, s'unissant dans la durée de mois. Ceci s'oppose à l'homogénéité de l'espace et du temps géométrisé. Il n'y a pas en effet de qualité propre à l'espace qui permettrait de distinguer ces parties les unes des autres. L'espace homogène, c'est-à-dire cartésien, est un espace dont les dimensions sont interchangeables, le mouvement réversible. La durée, quant à elle, est au contraire hétérogène puisqu'elle est constituée de faits de conscience. La deuxième phrase du texte qui en constitue la conclusion distingue clairement ce que la perception d'un mouvement extérieur à la conscience confondue. Dans notre moi, il y a succession sans extériorité réciproque. En dehors de moi, extériorité réciproque sans succession. Notre moi est l'unique lieu de la succession, qui est d'ailleurs le caractère propre de la durée. Les états de conscience se succédaient les uns les autres pour constituer la durée, contrairement aux parties de l'espace qui ne sont que juxtaposées. Ainsi, on pourrait dire qu'il n'y a pas de relation entre la durée vraie et l'oscillation de pendule, pas de transition de la succession à l'extériorité réciproque. De lors, il paraît impossible de confondre le temps et l'espace. Le texte de Bergson a le mérite de clarifier la notion de temps en la distinguant clairement de celle de l'espace. Au moyen d'une expérience banale, Bergson parvient en effet à nous faire découvrir que le temps est identifiable à la durée et que seule notre conscience peut en faire l'expérience. On comprend, lorsqu'il analyse notre perception du mouvement, que notre perception d'un quelconque mouvement spatial passe nécessairement par la mémoire d'une suite de positions dont seule notre conscience assure l'unité. On comprend ainsi que le temps forme un tout homogène et continu reliant le présent au passé et au futur, et non une juxtaposition d'instants qui s'ajouteraient les uns aux autres. On comprend par là même que le temps mesuré qui intervient comme facteur dans les équations des physiciens soit une pure abstraction obtenue au prix d'une réduction indue de temps et de l'espace qu'il est hétérogène. On peut se demander toutefois si Bergson a vouloir trop bien distinguer le temps de l'espace en le rendant à sa véritable nature, celle de la durée, ne marque pas un rendez-vous historique avec l'une des plus grandes découvertes de science de notre temps, celle de la relativité du mouvement. On sait l'incapacité de Bergson à comprendre la théorie d'Einstein qui trahissait les arguties métaphysiques misérables dans lesquelles s'est enferrée sa pensée sur ce sujet. Tout semble indiquer que si le temps n'est pas de l'espace, soyons gré à Bergson de nous le rappeler. Il forme néanmoins avec lui un continuum dont la réalité est pétrie. Bergson semble victime d'un dualisme qu'il hérite d'une longue tradition philosophique marquée par la distinction séparative de l'âme et du corps, de l'esprit et de la matière. Les aiguilles bougeaient bel et bien sur le cadran et pas seulement dans mon esprit qui les observe.
Si je ferme les yeux, je le retrouve dans une autre position qu'elle ne pouvait atteindre que grâce au temps que l'heure a été nécessaire pour se déplacer. Bergson, dans l'extrait que nous venons d'analyser, traite de l'hétérogénéité de la durée intime et du temps, tout en extériorité des horloges. Il nous explique donc qu'il ne peut y avoir de durée réellement misérable parce qu'on a tort d'objectiver la durée de mois en le confondant avec l'extériorité des phénomènes physiques. Nous pouvons ainsi réfuter la pseudo-objectivité des mesures de temps des scientifiques. Mais faut-il pour autant dissocier le temps de l'espace? Einstein n'est-il pas parvenu, lui aussi, à révéler et expliquer la relativité de nos mesures en donnant à penser conjointement l'espace et le temps? Voilà notre intervention intitulée La relation entre l'espace et le temps selon Bergson est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.